un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Tirreno, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'anti-Paris-Nice, exactement l'inverse. C'est-à-dire, ah oui, une très très belle liste de participants, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les derniers vainqueurs de Grand Tour, et encore, il manquait Richie Porte tombé malade au dernier moment. Donc vraiment, voilà, une belle liste de participants. Et à côté de ça, eh bien, un spectacle proche de zéro. Hein. Les trois premiers du général, on ne les a pas beaucoup vus. Le premier d'ailleurs, à l'inverse de celui de Paris-Nice qui va chercher la victoire à 50 km de l'arrivée, lui, eh ben, il gagne presque sans le vouloir en faisant l'équipier pour Thomas et Froome les premières étapes. Voilà, un déroulé vraiment, pour moi, à l'inverse. Donc finalement, on retrouve en première position donc, Michal Kwiatkowski qui l'emporte devant un bon Damiano Caruso, deuxième, qui s'est accroché après le bon contre-la-montre par équipe de la BMC. Et la troisième place, on retrouve Geraint Thomas qui a réussi à revenir sur le podium in extremis grâce au contre-la-montre finale. Alors, voilà. Est-ce que vous avez, un avis différent sur ce Tirreno? Ben non, enfin, je pense pas comme ça, un avis différent. On a malheureusement pas vu beaucoup d'attaques. Le vainqueur en premier, hein, parce que est-ce qu'on l'a vu attaquer? Je crois pas. Ah non, Ni le second. Hein, il est resté ni le second, le troisième. Ni le troisième. Peut-être le Le quatrième. second était déjà très content d'être à cette place, je pense. Les trois premiers, on les a pas vus du tout. Je crois que Geraint Thomas a essayé d'attaquer à un moment donné, mais il a eu sa panne mécanique à ce moment-là. Et les deux autres, à part suivre dans le peloton, on les a pas du tout vus. Mais moi j'ai trouvé que la course était super. Hein. Kittel a gagné toutes les étapes de plat, la BMC a gagné le contre-la-montre par équipe, et la Sky a gagné le classement général. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, surprenant. C'est alors je le disais à Radio Vélo hier soir, c'est une course que j'appelle une course vélon. Ils ont ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça, messieurs. Alors, c'est pas vrai pour dimanche parce qu'il y a eu des routes dégueulasses. Grande route, bien asphaltée. Une côte pour faire la différence à la fin. Donc, il n'y aura pas d'attaque avant. Des équipes qui peuvent être parfaitement organisées avec un plateau super qui rappelle un peu celui du Tour de Catalogne. Hein, grosse équipe. Aucun spectacle. Et après, on s'explique en gérant au SRM. Et voilà, non, moi je suis désolé, pour moi c'est du cyclisme dégueulasse. Hein, parce que autant on le voit des fois sur des grands tours comme le Tour de France, mais il y a quelque chose derrière. Déjà c'est un grand tour, donc ça dure 3 semaines. Attention, il y a quelque chose, voilà. Voilà. Et puis sur 3 semaines, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Voir ça sur une course d'une semaine, voilà, c'est ce qu'on reproche au Tour du Catalogne les années précédentes. Et là c'était même encore pire. Moi j'ai pas aimé. Il y avait des belles étapes, hein, des dénivelés monstrueux, mais après en mettant une côte dure à la fin, tu sais très bien que les Sky, les BMC, les équipes comme ça vont faire en sorte que ça arrive groupé au pied. Moi autant Paris-Nice j'ai bien aimé malgré quelques déceptions. Autant là, c'est navrant. Voilà. Oui, surtout quand on sait ce que pouvait être le Tirreno il y a encore quelques années, qui proposait vraiment des parcours assez originaux, enfin, des choses vraiment improbables qu'on retrouvait rarement ailleurs, des côtes avec des passages à 30%, des routes, mais vraiment comme on peut en trouver vraiment qu'en Italie, toutes dégueulasses, qui tournicotent de partout et qui sont mal asphaltées, enfin, mais qui le sont quand même. Donc, enfin bref, c'était vraiment une course qui avait sa patte, son originalité il y a encore jusque dans les années 2010 et qui depuis, alors peut-être pour faire plaisir à
à tous ces grands coureurs de grand tour qui veulent peut-être des courses moins exigeantes que Paris-Nice, non? Qu'en pensez-vous? Alors, moi, j'aimerais juste réagir sur ce que tu dis. Ce qui est assez intéressant, tu dis que le changement a eu lieu vers les années 2010, et si on regarde le palmarès, c'est vraiment plus ou moins au moment où justement les coureurs de grand tour ont commencé à gagner la course parce que les parcours étaient adaptés pour eux. Avant, on avait des Oscar Freire, on avait Cancellara, on avait Bettini, Pozzato qui gagnaient, donc c'était pas du tout une course de type Paris-Nice où vraiment on trouve les gens qui vont ensuite être très performants sur le Giro ou sur le Tour de France. Et c'est vraiment ce changement d'identité que j'arrive pas à comprendre. À partir de quand la course a vraiment changé, à partir de quand on a commencé à attirer vraiment ces coureurs de grand tour, alors qu'on pouvait penser que c'était plutôt une course pour préparer Milan-San Remo. Et c'est pas ce changement de personnalité qui a justement un peu fait du mal à l'intérêt de la course, même si je voudrais rappeler qu'en 2016, c'est Greg Van Avermaet qui gagne quand même, donc c'est pas... parce qu'il y a une étape annulée. Mais c'est parce que l'étape a été annulée parce qu'il y avait de la neige sur les bas-côtés. Ouais, c'était ça. Parce qu'il y avait de la neige sur une photo d'un tweet. Bref, juste pour résumer, il y a eu un changement dans l'identité de la course et j'ai de la peine à le comprendre. Comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait et vers quoi on va se diriger dans les années qui suivent. Pour l'argent. Voilà. Alors, là, c'est pour faire le contre-la-montre par équipe. Il est fait pour faire plaisir aux grandes équipes qui préparent le Tour de France. Et donc, de toute façon, avec 2 contre-la-montre, un par équipe et un individuel, on savait très bien que la course n'allait pas être passionnante à suivre, parce que ça fait beaucoup pour une course d'une semaine. Ça fait un gros ratio déjà, oui. Ben, 2 équipes, 2 étapes sur 7. Classique. Voilà, montée sèche. Parce qu'à la limite, il y aurait une vraie étape de montagne. Ou des vraies étapes pour Puncher, plutôt une étape de moyenne montagne. Les étapes Stampy et Puncher, c'était justement jusque dans ces années 2010, où on avait aussi des Garzelli, des Scarponi qui se mêlaient à la bataille. C'est-à-dire, on avait c'était des grimpeurs, mais des types qui savaient quand même passer facilement les petites côtes, les petits vallons, et qui étaient plutôt à l'aise sur ce genre de terrain. Garzelli ou Scarponi, c'est des types qui savaient se placer, faire des placettes à Liège-Bastogne-Liège. On avait aussi des possibilités quand même pour un Cancellara, s'il y avait suffisamment de contre-la-montre, de pouvoir faire des bons classements. À partir des années 2010, toutes ces opportunités sont à peu près fermées. Je me souviens encore il y avait quelques beaux Tirreno entre coureurs de GT, notamment avec Nibali lorsqu'il avait réussi à renverser la Sky, mais c'était sur encore un parcours particulier. Il avait fait un temps vraiment pourri, et c'était cette fameuse étape avec la côte de Sant'Elpidio avec ses passages à 30%. Depuis, on est passé à un modèle course vélo, effectivement, avec des étapes aucunement piégeuses. On évite de faire trop de pièges. On met les difficultés à la fin, ce qui fait que tout le monde se réserve pour la fin. On a l'impression que même les étapes finalement un peu vallonnées ressemblent à nos Ardennaises un mois plus tard. Et donc, on arrive à une course formatée. Le pire, je pense que c'était peut-être cette année quand même, avec quelqu'un qui gagne sans presque le vouloir quand même. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ironie du sort, c'est que c'est un puncher qui gagne. Oui, en plus. C'est pas sans puncher. Une belle unanimité autour du bilan de cette course. Est-ce qu'il y a des petites choses à sauver quand même là-dedans? Je ne vois pas beaucoup de top. On a vu où en étaient les grands leaders. Oui, c'est une déception aussi. C'est qu'en plus, d'accord, ils arrivent à tirer les grands noms, mais les grands noms ne sont pas en forme pour la course. C'est-à-dire, Dumoulin n'était pas au top, Froome non plus, Nibali quand même encore un tour en dessous, de même que Landa, Mikel Landa peut-être. Voilà, le seul qu'on a vu à peu près effectivement à son avantage, c'est Landa qui a fait une timide attaque sur 150 mètres à un moment. Ouais, puis il manquait quand même Quintana, Valverde, Thibaut Pinot. Oui. Donc bon, en termes de grands leaders, et Froome qui était là, mais qui essaye de se faire discret, de passer inaperçu. Bon. Oui, est-ce que tu aurais une explication peut-être, une tentative d'explication pour ça? Bah, oui. J'ai remarqué que sur tous les contre-la-montre, il finit autour de la 10e place. Alors bon, soit c'est parce qu'il n'a plus son inhalateur pour aller plus vite, soit c'est pour ne pas apparaître en haut du classement, je sais pas. Mais les deux sont possibles. Alors connaissant Froome, je pense pas. Excuse-moi, je vois Charles qui veut parler. Je vais juste dire ma phrase. Connaissant Froome, je crois pas qu'il fasse semblant. C'est trop un cannibale pour ça. Vas-y Charles. Ouais, bah justement, tu me tends la perche, Benjamin.
Je me suis posé la question cet après-midi en préparant un peu l'émission et je pense qu'il y a un vrai souci chez Froome. On le dit invulnérable tant physiquement que mentalement. Et enfin, moi, je l'ai trouvé marqué sur cette semaine de Tirreno. On a l'habitude de voir un Froome qui se teste au moins 1 ou 2 fois. Et là, il a été en retrait en montagne. Je m'attendais à le voir quand même bon hier sur le contre-la-montre, se tester, parce qu'il a besoin de se tester sur ce genre d'exercice en vue du Giro. J'ai plus sa il place. Termine 10 ou 11e, je crois, mais pas dans le rythme. Enfin, on n'a pas trouvé un Christopher Froome qui normalement... 11e à 20 secondes. Ouais. C'est le deuxième ou le troisième Sky dans la hiérarchie? Le troisième. Ils sont tous ensemble les Sky, quasiment. Ah oui, et on n'a pas trouvé un Chris Froome qui est au niveau où il devrait être, parce que mine de rien, on est quand même mi-mars, et son objectif numéro 1, il est dans moins de 2 mois. Donc, je me demande, c'est la question que je me pose, est-ce que Chris Froome n'est pas plus atteint mentalement que... L'année dernière aussi, il avait quand même aussi pas mal décalé son pic de forme habituel, et il avait démarré il avait commencé à faire des bons résultats, je crois, assez tard dans la saison. Ouais, mais cette année, la grande différence qu'il y a, c'est pour la Vuelta. La grande différence qu'il y a cette année par rapport à l'an passé où vraiment Nicolas Portal nous a expliqué qu'il voulait être monté en puissance vraiment tranquillement pour enchaîner à fond Tour Vuelta. Là, cette année, on a un cas de figure différent puisque l'objectif numéro 1, il arrive dans moins de 2 mois puisque Chris Froome sera au départ du Giro s'il n'est pas suspendu d'ici là. Donc, c'est pas normal, je trouve, d'avoir un Chris Froome si bas dans la hiérarchie à moins de 2 mois de son grand objectif. Oui. S'il y arrive. Mais alors, pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est à ce niveau de forme? Est-ce que c'est parce qu'il s'est mal préparé? Parce que toute l'affaire qu'on a maintenant autour de lui, ça l'affecte personnellement, et y compris dans sa performance? J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il en est là. Moi, je pense que c'est mental. Je pense qu'il est atteint psychologiquement, beaucoup plus que ce qu'il laisse apparaître, que ça laisse des traces. Parce que mine de rien... C'est pas forcément les journalistes vélo, mais il y a une énorme attention autour de Froome en Italie. Il y a des questions qui sont posées. Je dirais pas du harcèlement parce qu'on peut pas aller jusque là, mais il y a quelque chose autour de lui et je pense que c'est vraiment pesant. Je le défendrai pas du tout là-dessus. C'est pas du tout mon propos, mais ça n'excuse pas, mais ça peut permettre de comprendre. Je pense que mentalement, ça doit être dur, tu vois, à gérer. Pour ma part, en plus de cela, parce que clairement, il y a également peut-être le fait qu'il a quand même enchaîné Tour de France Vuelta. C'était le seul coureur à tenir à ce niveau. Alors, on peut dire en souriant, on sait pourquoi maintenant, mais bon, on va se garder de faire ça, nous sommes déjà sérieux. Chris Froome, il commence à être âgé également. Ouais. On a vu l'an dernier, en fait, je crois que c'était Bradounet sur le forum qui le disait, de plus en plus, les pics de forme de Froome se réduisent. En 2013, il arrivait à faire toute la saison, 2014 moins, 2015 moins, 2016 moins, 2017, on a vu apparaître au Dauphiné. Bon, il a tenu jusqu'à la fin de la Vuelta, mais Chris Froome, il a eu un enfant. C'est moins facile aussi de laisser, de faire tous ces sacrifices quand ça fait plusieurs années que tu l'as, même si c'est quand même un cannibale. Et moi, je le pensais l'an dernier. On est d'accord quand même que l'an dernier, malgré sa victoire, je parle juste sur le Tour de France, je ne vais pas parler sur la Vuelta, et c'était pas le Froome où seul Quintana pouvait le suivre en 2015. Là, il a fait, alors oui, il a fait un super contre-la-montre, mais en montagne, il était... Je suis sûr que si d'ailleurs on fait le classement des étapes de montagne, je suis pas sûr que ce soit le numéro 1. Je pense que Bardet devant. C'était Uran avec les bonifications, 4 secondes de mieux que... Oui, voilà. Il était dans les 5 meilleurs sans plus être le meilleur. Alors qu'avant, c'était le meilleur avec Quintana. Là, c'est vrai qu'il avait plus cette marge. Alors, je me demandais si c'était pas par rapport à la Vuelta, mais bon, peut-être rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Moi, peut-être juste pour rebondir sur la question de l'âge, à laquelle j'ai aussi pensé, Benjamin, une question que je me pose, c'est aussi par rapport à la dureté de l'entraînement chez Sky. On en a souvent entendu parler. Sur le forum, on lit souvent qu'ils ont vraiment un régime, pas régime alimentaire, mais je veux dire un régime d'entraînement qui est très strict, très difficile, où ils font des entraînements malades en début d'année, où c'est quasiment des simulations de grands tours. Bradounet, on en avait parlé plusieurs fois, et il me semblait avoir lu quelque part que Wiggins, lui, il n'arrivait pas à tenir ça. Il a gagné une fois le tour. Il a tenu un an et demi, Wiggins. Après, il a explosé complètement dans sa tête. Et justement, est-ce que c'est pas une sorte d'usure aussi par rapport à ce rythme de vie totalement dingue chez Sky qui fait que maintenant, il commence à y avoir cette usure chez Froome? Ou bien est-ce que
c'est vraiment naturel l'âge et ça arriverait dans n'importe quelle équipe. C'est juste qu'il vieillit comme tout le monde. On peut imaginer un cumul des deux, hein, entre son affaire qui doit un peu le plomber, l'entraînement, le fait d'être autant sous les regards. D'un moment, il doit bien sentir que peut-être la Sky va aussi le laisser tomber, un destin à la Wiggins, quoi. Hein, la Sky n'a pas hésité à laisser tomber Wiggins. Il le sait bien, c'était en sa faveur. Il doit sentir qu'ils ont pris, la Sky a pris deux petits jeunes, Bernal et Sivakov. Et là, on ne pourra pas avoir le procès du d'où ils sortent eux, on ne les connaissait pas. C'est vrai. Non, effectivement. Ils ont bien joué le coup cette fois-ci. Peut-être même en prenant un futur français. On attend encore. Les reportages le plus français des Russes, etc. Là, alors, c'est Stade 2, ils en ont pour. Là, on va en bouffer, ouais. Pour chocolatine, hein, si c'est pas une preuve. Occitan, on va être français même. Le plus occitan des Russes. Il n'est pas vraiment français. Les Occitans, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est mieux. Bon, Charles, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, par rapport au flop de Tirreno, j'avais un flop. Je pense que vous n'allez pas être tous d'accord avec moi, c'est même sûr d'ailleurs. Mais mon flop, ça serait Romain Bardet en fait. Oui, sur cette un peu sévère quand j'ai lu. Alors, je sais que ça peut paraître sévère, mais je trouve que cette semaine, et notamment le contre-la-montre par équipe, a vraiment montré les lacunes de Bardet et d'AG2R dans la matière. Et pour moi, quand on voit ça, 7 minutes 30 de perdu, enfin, je me dis que Bardet gagnera jamais le Tour. En fait, c'est pas possible parce qu'on va avoir un contre-la-montre qui fait 10 km de plus en juillet et il va prendre 1 minute 30 sur la Movistar, sur la Sky, sur la BMC, enfin peut-être un peu moins la Movistar parce qu'ils sont un peu moins performants dans la discipline. Mais à partir de là, plus que Bardet. Ouais, c'est un peu les deux, c'est l'ensemble. Enfin, Bardet pénalisé par AG2R au final. Mais est-ce qu'il y avait la meilleure équipe possible de rouleurs sur la course? Ça va pas changer grand-chose, que la Sky avait pas sa meilleure équipe, la BMC avait pas sa meilleure équipe, idem pour la Movistar. Et au final, quand on voit ces écarts du Tour de France 2017 où en montagne, les 4 meilleurs se tiennent en 20 secondes, c'est-à-dire qu'il y a ces 4 mecs-là en fait, qui se sont pris maximum 20 secondes. C'est-à-dire qu'on risque de retrouver plus ou moins la même chose cette année. Et en comparaison, de l'autre côté, on a Romain Bardet qui va perdre 1 minute minimum, voire 1 minute 30 sur un contre-la-montre par équipe. Et ça sera impossible pour lui de les reprendre. Il va peut-être les reprendre sur un coureur, mais pas sur 4. Et en plus, on a derrière encore un contre-la-montre individuel où l'addition sera peut-être d'une trentaine de secondes. Et... Enfin, pour moi, le Tour, il sera perdu après 3 jours pour Romain Bardet. Et ça, c'est vraiment frustrant, je trouve. Enfin, en tant que conseiller supporter des coureurs français, forcément, je trouve ça frustrant. Et c'est un peu le... Enfin, c'était mon flop, du coup, sur ce qui tu as raison. Le motif d'espoir serait que par rapport aux équipes alignées sur Tirreno, je crois que c'est AG2R qui a le plus de potentialité pour augmenter, avec Galopin notamment, avec d'autres coureurs, là je ne les ai pas listés. Quand je vois la Sky par exemple, voilà, Dillier, quand je vois la Sky, pour moi ils avaient mis leur meilleur rouleur quasiment. Ouais, il va y avoir de la pour moi la Sky est presque leur équipe A du Tour de France pour un contre-la-montre par équipe. Équipe A contre la montre, mais je pense qu'ils seront peut-être moins forts potentialité contre la montre au Tour de France puisqu'ils auront de meilleurs grimpeurs. Par exemple Sergio Henao, Woodpool sans doute. On prend en compte qui est fou, même bien sûr là, même si j'y crois peu, ça reste. Enfin, Henao en tout cas pour moi c'est en dessous de certains coureurs qu'il y avait. Mais chez BMC on aura porté Van Garderen. Ouais, mais Porte, Movistar, il n'a pas encore montré il a montré qu'il pouvait gagner le Tour de France, mais il n'a jamais fait podium. Donc pour moi c'est moins important que tu peux perdre 30 secondes sur Froome, tu peux te dire il va peut-être y arriver une couille. Tu perds 1 minute, pardon. C'était 1 minute 30. Tu perds 1 minute 30 sur Froome, là, par contre. Puis c'est pareil, tu perds 1 minute sur la Movistar. C'est pas seulement que tu perds 1 minute sur Quintana, c'est que tu perds 1 minute sur Quintana, sur Landa et sur Valverde. Donc à quel moment Romain Bardet peut reprendre 1 minute à ces 3 mecs-là, en fait, à moins d'un fait de cours extraordinaire et qui... Charles, tu crois vraiment qu'ils seront si forts que ça contre la montre par équipe, la Movistar? Ils ont perdu pas mal de rouleurs quand même. Quand on regarde les statistiques, la Movistar, historiquement, a toujours réussi ses contre-la-montre par équipe, jamais pour jouer vraiment la gagne, à part sur la Vuelta. Mais ils finissent toujours à 15-30 secondes de la gagne, alors qu'à G2R, quand on regarde un peu, ils vont se situer en gros entre la minute et la minute 30. Enfin, c'est à peu près toujours ce qu'ils font. Je sais. Moi, j'ose espérer, parce que si, effectivement, comme tu dis,
AG2R se pointe avec 1 minute de retard sur ces 4 équipes, c'est très mal engagé. S'ils ont 1 minute de retard sur la meilleure équipe et seulement 30 sur les autres, c'est déjà plus la même histoire pour Romain Bardet. Voilà, après, on connaît de toute façon, c'est le point faible des équipes françaises, un peu quand même si la FDJ remonte. Groupama FDJ, monsieur. Pardon? Groupama FDJ. Groupama, oui, j'ai encore du mal à m'y faire. Bon, eux avaient montré certains progrès l'année dernière. C'est vrai que, bon, Bardet, voilà, on sait qu'il imitait contre la montre. Moi, ce que je me demande surtout par rapport au Tirreno, qu'est-ce qu'il est venu y faire finalement, parce que le contre-la-montre par équipe. C'est pour le contre-la-montre par équipe, je pense. Ouais. Vraiment, si l'équipe n'est pas du tout la même, parce que là, sur Tirreno, l'équipe AG2R, bon, je ne veux pas présager de l'équipe qui sera alignée sur le tour, mais il y a Duval, Goujard, Montaguti et Venturini. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient tous sur le tour, ceux-là. Non, on ne les verra pas, ceux-là, sur le tour, c'est presque sûr. Gouvard pour le contre-la-montre. Ouais, peut-être. Géniez, je pense, ouais. Géniez et Franck, Bardet. oui. Franck, ouais. Mais t'imagines, c'est la moitié de l'équipe, en fait. Mais après, il faut regarder aussi quelque chose. C'est énorme, je veux dire que ça va changer. Pardon, excuse-moi. AG2R, la mondiale, finit 17ème du contre-la-montre par équipe, derrière la FDJ. Et la FDJ, quand on regarde la composition de l'équipe, on ne peut pas dire que ce soit non plus une équipe de rouleurs. Enfin. Et ça m'inquiète, et surtout que la FDJ visait absolument rien en général, alors qu'AG2R avait plutôt intérêt à se tester sur ce type d'exercice. Juste par rapport à la présence de Bardet, une explication ne serait-elle pas qu'il voulait à tout prix participer au Stradé, donc il ne pouvait pas participer à Paris-Nice, et assez logiquement, finalement, autant profiter d'être en Italie pour faire Tirreno. Enfin, c'est peut-être une explication toute simple, en fait. C'est pas bête, en tout cas, il n'est pas venu en Italie pour rien, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait au Stradé. C'est quand même fou d'enchaîner Stradé et Tirreno, pas pour Bardet, mais pour nous, téléspectateurs. Ouais. Il y a quand même quelque chose. C'est terrible. Moi, ce qui m'inquiète aussi pour Bardet, bon, c'est le contre-la-montre individuel. Je sais bien que c'est pas forcément sa priorité, surtout que sur le Tour de France, c'est réduit à pas grand-chose. Là, sur Tirreno, c'est 10 km aussi. Bon, tout plat. Il a 1 minute 8, bon, dans le même temps que Uran. Il y a Mikel Landa qui fait pire, il a 1 minute 10. Mais bon, voilà, Mikel Landa, du coup, il est chez Movistar. Il pourra très bien marquer Bardet pendant tout le Tour de France, suivre toutes les attaques et rester toujours un peu dans le même temps que Bardet, pendant que Valverde et Quintana s'occupent des autres coureurs, quoi. Donc, bon, après, tout le monde a la capacité de projection de la Movistar. Hein. Ça, c'est quand même là, on compare avec les meilleurs en même temps. Bon, c'est vrai que si Bardet veut gagner, il faut qu'il puisse aussi. Attention, cependant, un autre motif d'espoir pour Bardet sur le contre-la-montre du Tour de France qui est très dur. Hormis l'an dernier, où je pense pour moi que c'est exceptionnel parce qu'il a fini le Tour de France dans un état catastrophique, Bardet. Il était au bout de sa vie. Ah, la photo d'arrivée est marquante, hein, celle où il s'effondre, là, qu'il est assis en train de se remettre de ses efforts, elle est marquante. Ouais, sur les contre-la-montre difficiles du Tour de France, donc après de longues journées de course, Bardet est pas forcément mauvais. Je me rappelle justement en 2016, sans parler de contre-la-montre en côte, c'était des contre-la-montre difficiles. Il était quand même très haut. Je me rappelle d'un Tour de Romandie où il avait fait un super chrono également. Donc il sera meilleur, mais ce chrono là du Pays-Bas, c'est un chrono pour Quintana, quoi. Enfin, il y aura 30 secondes, je pense, à peu près. C'est possible. Après, vu que c'est le Tour de France, vu les pavés, vu les chemins de terre qu'il va y avoir, vu l'étape de 100 km, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charles, d'ailleurs. C'est vrai qu'en disant ça, c'est terrible hein, quand on y pense, mais il va tellement se passer de choses au Tour de France qu'entre ce qu'on va dire au départ du Tour de France, avec tout ce qui va s'y passer, on va se dire, mais en fait, on faisait des plans sur la comète, alors que des écarts compensés de 30 secondes, il y aura 2 ou 3 minutes au moment du contre-la-montre. Et puis, comme souvent, un bon tiers, voire la moitié des favoris ne seront plus dans les temps à la fin, entre les chutes, les maladies, les après Roubaix, etc. Rassurez-moi, l'état des pavés quand même arrive après le contre-la-montre. Oui. D'accord. Il y a eu un tour 2015. Voilà, oui.
Et je me souviens que les pauvres Orica avaient vraiment souffert, du coup, hein, sur ce contre-la-montre par équipe, parce qu'ils étaient partis à 6 ou 5, je crois. Ouais. Donc là, les Yates savaient déjà que c'était fini. Bref, ok, eh ben, écoutez, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on a le temps de faire Milan-San Remo, du coup? Oui. Hein, on prend le temps de terminer en beauté avec le premier monument de l'année, la Classicissima. Donc, Milan-San Remo, alors voilà, c'est la 109e édition. Eh bien, la course n'a pas encore commencé, que déjà pas mal de favoris sont out pour la victoire, hein, puisque on sait que Degenkolb, Nisolo, Bouhanni déjà au minimum sont forfaits. On a aussi Colbrelli malade. J'ai dû encore en oublier. Il doit y avoir encore quelques autres absents. Est-ce que l'horizon s'éclaircit pour Peter Sagan? Ça va beaucoup dépendre des autres stratégies et du scénario de la course. Hein, qui va rouler si les costauds attaquent? Là, on sait déjà qu'on aura une météo relativement pluvieuse. Bon, sur 300 km, c'est sûr que ça va avoir un effet. Est-ce que le scénario de la course, alors plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que va faire Peter Sagan par rapport au scénario de la course, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire qu'est-ce que va être le scénario de la course décidé par Peter Sagan? C'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est lui qui a les cartes en main. Hein. C'est fou quand même qu'un coureur, sur une classique comme Milan-San Remo, 300 km, du plat, et quelques bosses sur la fin, quelques capots, si je me trompe pas, et qu'un coureur comme Peter Sagan soit capable à lui seul d'influencer autant le destin d'un monument. Alors on pourrait parler de Valverde sur les Bastogne-Liège, mais les Bastogne-Liège, on sait comment c'est devenu. Alors que là sur Milan-San Remo, je crois qu'il n'y a que lui qui peut décider vraiment de quel type de vainqueur il veut pour la course. Oui, ou disons de quelle façon le vainqueur va gagner. C'est-à-dire si en gros Sagan s'extrait du Poggio, quelqu'un arrive à le suivre, ils seront ensemble et la victoire se jouera comme ça. Et s'il ne s'extrait pas du Poggio, la victoire se jouerait au sprint avec Sagan qui sera dedans aussi pour l'emballage final. Alors, bon, il y a lui, mais il y a quelques autres qu'on a quand même vus aussi à leur avantage, notamment le vainqueur du Tirreno, hein, Kietowski, le vainqueur du dernier Milan-San Remo aussi. Alors, sur le forum, j'ai lu beaucoup sentent presque le même podium que l'année dernière. Oui, c'est possible. Ah, je me méfie quand même, Julian Alaphilippe, parce que au-delà de ceux qui disent qu'il ne sera jamais un grimpeur, ce qui est sans doute vrai, je crois qu'il a peut-être plus de mal sur temps pluvieux. Ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'il a un malus de forme dès qu'il fait trop mauvais. Là, vous dites sur 300 km qu'il risque de pleuvoir. Je suis un peu inquiet. Pour ma part, comme favori, je vais miser français. Hein. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ça. Je vais miser sur une surprise. Hein. Je vais donc miser sur Christophe Laporte. Donc une très grosse cote, mais bon, ouais, pourquoi pas. Je crois que Charles, ça lui plairait aussi, non? Ouais, c'était en voyant la composition de l'équipe Cofidis et le fait que Bouhanni ait été mis de côté par Cédric Vasseur. J'ai vu le nom de Christophe Laporte. C'est pas lui qui est malade. Ouais, Nasser Bouhanni nous a confirmé hier qu'il avait reçu le feu vert du médecin pour prendre le départ de Milan-San Remo. Il aurait pu y aller, mais il n'est pas. Mais il n'a pas été pris par Cédric Vasseur. Et en voyant le profil de Milan-San Remo et la forme de Christophe Laporte depuis le début de saison, je rejoins vraiment Benjamin là-dessus. Je pense que Christophe Laporte peut largement passer le Poggio, vu ce qu'il a montré sur la première étape de Paris-Nice, mais aussi sur les premières courses par étape françaises du début d'année. Et je le vois bien comme une grosse surprise. Je le vois même capable de sortir avec les meilleurs dans le Poggio. Ouf. Alors pas moi, je tiens à le dire. Non. Si ça gagne pas le Poggio, je vois pas Laporte le suivre. Par contre, si on prend en compte que quelques costauds sortent et se font reprendre, comme lors de la victoire de Demar, où ils sont, je crois, une vingtaine, une trentaine à se disputer la victoire. Ouais, oui, là je pense clairement que Christophe Laporte
peut y être. Je pense que Desmar peut y être également, pour parler français. Bon, Alaphilippe, je pense qu'il y sera, même si j'étais assez pessimiste. Galopin devrait également y être. Donc là, j'ai fait mon boulot pour les Français. Et je vous laisse faire. Peut-être Max en premier, vu que c'est le spécialiste du cyclisme italien flamboyant. De ce qu'il en reste. De ce qu'il en reste, parce que déjà, comme je disais, on a quand même pour moi, une des meilleures chances, pas forcément de victoire, mais top 10, parce que c'est quelqu'un d'hyper régulier, qui se plante quand même très très rarement à ce niveau-là, c'est Colbrelli. Colbrelli, quand le circuit lui convient, il fait au minimum top 3, quand il lui convient moyennement, il est dans le top 10, il se plante rarement. Vous ne verrez pas Colbrelli faire un sprint et terminer 17e, non, il sera dans les 10 premiers. Le problème, c'est qu'il est tombé malade, donc là, c'est déjà plus difficile. On va voir on saura sûrement un peu avant le début de la course avec ses déclarations dans 4 x 100. Après, on a Viviani du côté italien, mais bon, le Poggio, la longueur, il n'a jamais réussi vraiment très bien. Mais en San Remo, je crois qu'il a un seul top 10, il me semble, il a fait l'année dernière quand même, mais bon, s'il s'attaque vraiment fort, il ne pourra pas suivre les meilleurs. Après, l'autre qui a la pancarte, peut-être plus encore, parce que en cyclisme, c'est souvent le dernier qui a roulé, qui a raison. Donc, on l'a beaucoup vu sur la dernière étape du Paris-Nice, faire le boulot pour Yates, c'est Matteo Trentin, qui n'était pas vraiment sur son terrain. Et pourtant, il était dans les 30 meilleurs le jour-là, avec un temps de chien, le même temps de chien qu'on va retrouver à Milan-San Remo. Donc, c'est difficile de l'exclure aussi. Après, j'espère que tout va se jouer de la manière la plus régulière possible. Ce qui me fait peur, c'est le sale temps et la descente du Poggio, lancée à fond pour gagner un monument. J'ai peur des chutes. Voilà, ce sera toujours un moment pour moi particulièrement difficile à vivre. Les 10 derniers kilomètres du Milan-San Remo, en général, mon cœur bat à la chamade et je ne peux faire rien d'autre que de regarder ce qui se passe et de subir. Et c'est pour ça que je l'aime. Oui. Pour rebondir, si je puis me permettre, sur ce que tant toi, Max, que toi, Benjamin, avait dit, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette course, c'est qu'on a l'impression que c'est une loterie totale, dans un sens, parce que quand on regarde la liste des vainqueurs, on a quand même des Ciolek, et là, on pourrait mentionner un Laporte ou un Trentin. Enfin, moi, j'aimerais bien que Trentin gagne, par exemple, mais c'est pas un gros favori a priori. Donc, d'un côté, on a ce côté un peu loterie où n'importe qui pourrait, pas n'importe qui pourrait le gagner, mais disons, il y a des vainqueurs surprises assez régulièrement. Et de l'autre côté, il y a des gens comme Sagan qui peuvent avoir une influence considérable sur la course. Sagan, en 2008 et 2015, Cancellara aussi avait à lui seul le moyen de décider la manière dont la course terminait. Avant, c'était Cancellara qui avait ce rôle. Et maintenant, c'est Sagan qui a repris assez naturellement et assez logiquement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette course, c'est que finalement, il y a ce côté très... cette sorte de chaos où c'est pas comme un grand tour, on a vraiment la liste des favoris, puis on sait plus ou moins qui va pouvoir gagner. Là, il y a vraiment toutes ces possibilités qui existent. Et d'un autre côté, il y a quand même régulièrement ou toujours un coureur qui à lui seul a cette capacité, et ça rend le final d'autant plus intéressant parce qu'on peut vraiment pas du tout anticiper la façon dont ça va se terminer. Donc, évidemment, on va dire que le 89% de la course sera convenu et attendu, mais cette fin, cette explosion est toujours totalement inattendue, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette course. Donc, on a beau faire des pronostics aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'on se trompe totalement, et ce sera quelqu'un qu'on n'entendait pas du tout qui peut-être va lever les bras à l'arrivée. Et je trouve ça assez fascinant, en fait. Là, on est en train de pérorer sur ce genre de choses, mais sont dans l'erreur absolue, et c'est assez amusant et fascinant. Et Alexis Boujard va partir, il va faire une échappée de 200 km, héroïque. Et voilà. Déjà, je suis sûr qu'il sera dans l'échappée. Hein. À mon avis, il va faire partie de ceux qui vont tenter l'échappée tôt le matin. Chez tout, sans doute aussi. Et c'est ça qui est dingue, finalement, il y a deux facteurs, c'est souvent les sprinteurs qui gagnent, mais on pourrait imaginer toute une gamme de coureurs différents qui gagnent. Il y a eu des Flandriens, on a eu un Nibali souvent actif, il n'a jamais gagné, mais on voit que différents profils peuvent avoir leur chance. Des petites chances pour la plupart des profils, mais quand même ça existe, si bien qu'on va naïvement espérer un feu d'artifice extraordinaire, ce qui n'arrivera pas forcément. Mais malgré tout, l'année dernière, c'est plutôt pour moi des punchers. Ou des punchers. Le podium de l'année dernière, c'est
voilà, c'est des gars qui savent grimper une petite côte, hein. Pas de problème, c'est pas des purs sprinters en tout cas. Oui, c'est le charme de cette course, c'est vrai. Vraiment, ce mélange d'indécision, et pourtant, on sait que malgré ce côté loterie, il y a toujours certains coureurs qui arrivent à trouver leur marque dans cette course. À un degré moindre, par exemple, à Ben Swift, qui a fait 2 podiums. Ouais. Le titre qu'on retrouve que sur cette course. Il y a quelques valeurs sûres comme ça, c'est étrange. Depuis, je pense, Zabel, je ne sais pas, c'est 2004, 2003. Plus personne ne l'a gagné à 2 reprises, hein. On va voir. C'était en 2001, Zabel, la dernière fois. La dernière fois? Oui. Ça remonte. Avec sa fausse victoire contre Frère. C'était en 2004, Frère a gagné. 2004? Il a gagné, Oscar Freire, ouais, devant Eric Zabel. Voilà. Et troisième, on avait Stuart O'Grady, et c'était assez intéressant de voir que les Australiens sont souvent assez bons sur cette course. On a eu Matthew Goss, on a eu Simon Gerrans, on a eu Michael Matthews qui a fait un podium il n'y a pas si longtemps. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il brille, je ne sais pas. Il sera assez improbable. Mais... je ne sais pas, Matthews. Hein. Parce que son programme, du côté australien, je pense qu'il faut miser sur Osler. Il a un petit regain de forme en ce moment. Je pense que oui, il revient même de blessure. Voire mieux. Mais il m'a surpris la dernière fois aussi. Je l'avais presque oublié à force parce qu'il a déjà l'année dernière, il avait été pratiquement absent il était absent des pelotons toute l'année presque. Et cette année, il a couru que Kurn et Paris-Nice. Il se réserve. Ouais, mais il a fait de bons résultats. Non, mais je crois qu'il s'était encore cassé un truc dès le début de saison. Donc je retiens pour Charles la grosse cote Osler. Là, s'il gagne... non, moi c'est pas ma grosse cote, c'est Daniel. Ah. Non, moi Laporte, c'est ma grosse surprise. Sinon, je miserais sur Arnaud Démare. C'est déjà une assez grosse cote, effectivement. Je pense qu'Arnaud Démare peut, surtout avec les forfaits de Gaviria et compagnie, je pense qu'Arnaud Démare peut gagner une nouvelle fois. Ça serait vraiment mon prono. Meilleure chance française, oui, a priori, ce serait de toute façon Démare. Démare ou Alaphilippe, ouais. Peut-être Galopin, parce que Galopin, il revient de maladie. On a pu voir quand même que sur Paris-Nice, sur la fin, il avait bien passé ça. Il va être moins attendu parce que justement, il s'est foiré son Paris-Nice. Donc, Galopin, s'il y a 5-6 coureurs, peut-être pas 2 ou 3, mais 5-6 qui s'échappent, je pense qu'il peut être dedans. Il y a pas mal de seconds couteaux qui peuvent profiter comme ça de l'absence de leurs sprinters comme Degenkolb, Gaviria, etc. Donc, pour moi, ce sera plus ouvert. Pas forcément plus spectaculaire, mais sur le papier, c'est un Milan-San Remo qui ouvre plus de possibilités, en tout cas encore pour les non-sprinters, je dirais. Voilà. Et bon, de toute façon, sprinter ou pas, Sagan, il s'en fout, lui. Il sera là, quoi qu'il arrive. Il n'a pas besoin que ça se termine au sprint. Même si c'est sprinté, il pourra attaquer avant. Il sera surveillé, je pense, à peu près, peut-être autant que Kwiatkowski. Les deux que je mettrais peut-être un peu au-dessus des autres. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la course qui arrive bientôt, quand même, c'est samedi. C'est pas la course que j'attends le plus de l'année, hein, loin de là. Et pourtant, il y a, comme tu disais tout à l'heure, toujours ces 20-25 derniers kilomètres qui sont magiques. C'est bien ça. Il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment. La magie, c'est aussi les 300 km, enfin quasiment. Ouais. C'est rare les courses aussi longues aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toujours un parfum particulier d'avoir cette course un peu hors du temps avec 291 km. Ce qui, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur le World Tour. Ouais, et d'ailleurs, j'ajouterais un truc. Alors, je vais écorcher son nom, je crois, peut-être. Notre historien, David Guénel, qui parle souvent de Bordeaux-Paris. Je me dis que ça pourrait être sympa qu'il y ait une course comme ça dans le World Tour. Une course d'endurance. Ça a l'endurance, ouais. La tendance, c'est plutôt l'inverse. Et oui, mais justement, alors qu'on revient sur les chemins de terre, qu'on revient sur les pavés, même dans les grands tours, un Bordeaux-Paris quand même. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'imaginais des formules comme ça quand je vois ce que. Charles, peut-être toi tu connais, il me semble qu'il y a une espèce de course d'ultra trail
dans les Rocheuses, comme ça, qui traversent toute les États-Unis de haut en bas. Les gars ont 1 mois pour le faire et ils s'organisent comme ils peuvent. C'est une course monstrueuse. Retomber dans des filières d'endurance et faire des courses plus longues, à format particulier comme ça, juste pour le coup, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Eh bien, écoutez, nous arrivons là à la fin de notre émission. Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et retrouvez-nous au plus vite sur la même chaîne YouTube. À bientôt.